Charte graphique et mise en page. Lorsqu'on dit mise en page, on entend le mot page. Ce terme se traduit différemment selon le type de document. Nous allons voir ce que cela pose un certain nombre de questions. Pour un texte, cela semble très simple et direct, c'est la page telle qu'elle va s'imprimer. Les traitements de texte nous permettent de la voir à l'écran telle qu'elle s'imprimera. On peut s'interroger sur le cas d'une page web. Elle est faite avant tout pour être lue à l'écran, mais si on l'imprime, comment la page sera-t-elle découpée sur les différentes feuilles? La mise en page va se faire à ce moment-là. Pour le diaporama, l'équivalent de la page est la diapositive. Là encore, on voit à l'écran les diapositives telles qu'elles seront projetées pendant un exposé. Mais si on souhaite imprimer un diaporama, par exemple, pour le distribuer à l'auditoire, allons-nous imprimer une diapositive par page? Probablement pas. Pour un classeur, il peut comporter plusieurs feuilles, au sens des onglets et non pas des feuilles de papier sur lesquelles on imprime. Peut-on considérer que chaque feuille va s'imprimer sur une page? Sans doute pas. On voit ainsi que pour aborder la question de la mise en page, on ne peut pas se limiter à ce qui s'affiche à l'écran lorsqu'on travaille sur le document. On doit aussi se poser la question de comment cela va se comporter lors de l'impression, lors de la projection. Commençons par un tour d'horizon des propriétés des pages. En réglant ces propriétés, on traduit des éléments de charte graphique qui concernent non pas les éléments de contenu du document, ce qui relève plutôt de la mise en forme, mais la façon dont ce contenu se présente sur la page. Tout d'abord, elles ont des dimensions extérieures. Le format A4, 21, 29,7 est le plus courant, mais on trouve aussi des proportions un peu différentes dans les pratiques anglo-saxonnes, US Letter par exemple. Elles sont orientées en portrait, dimension verticale, ou en paysage, horizontal. Le contenu du document ira rarement jusqu'au bord du papier, donc on ménage des marges dont on peut choisir les dimensions. Sur chaque page, on pourra faire se répéter des éléments dans les marges, les en-têtes et les pieds de page. Enfin, la façon dont le contenu s'organise dans la page relève aussi de la mise en page. Par exemple, on pourra avoir un texte qui se répartira sur 2 colonnes. Tous ces choix se traduisent directement à l'écran. Voyons maintenant les propriétés qui vont se concrétiser essentiellement à l'impression. Pour un diaporama, par exemple, on pourra décider d'imprimer plusieurs diapositives par page, 3, 4, 6. Ce facteur de zoom est un choix qu'on fera pour obtenir une bonne lisibilité sans pour autant gaspiller du papier. Pour un tableau, contenu dans un classeur, si on a besoin de l'imprimer, il faudra prendre des précautions spécifiques. S'il s'agit d'un grand tableau, il ne tiendra pas sur une seule page. Il faudra déterminer la façon dont il va se répartir sur plusieurs pages pour que l'ensemble reste lisible. Enfin, pour ce qui concerne les textes, on rencontre des situations où la mise en page doit être adaptée en fonction du contenu. Par exemple, si on a une illustration très large, en tout cas plus large que haute, c'est dommage de l'imprimer en orientation portrait, car ce sera moins lisible que si on choisit l'orientation paysage. Mais ce n'est pas une raison pour imprimer tout le document en paysage. On voit qu'on aura affaire à des mises en page avancées ici. Après ce tour d'horizon, nous allons entrer dans les détails en insistant sur les bonnes pratiques liées à la mise en page. De façon très générale, les en-têtes et pieds de page sont des zones du document situées dans les marges du haut et du bas et qui permettent de répéter un même élément sur toutes les pages. Ces éléments sont souvent essentiels, que ce soit pour traduire une identité avec un logo ou pour donner des éléments descriptifs utiles au lecteur. Numéro de page, date d'impression, numéro de version du document, nom de l'auteur ou rappel du titre du document. On utilise très souvent des champs pour cela, c'est-à-dire des textes qu'on ne tape pas soi-même, mais qu'on laisse le traitement texte intégrer. L'exemple le plus immédiat est le numéro de page, qui est un champ, qu'on ne tape pas soi-même. Mais il y a aussi la date du jour, qui se met à jour automatiquement et permet de savoir quand on a imprimé le document. On n'oubliera pas qu'on peut aussi insérer des champs qui s'affichent des métadonnées du document. Le titre, le nom de l'utilisateur du logiciel, qui correspond en général à son auteur, s'il a bien pensé ajuster les paramètres de son logiciel, bien entendu. Pour ce qui est de la disposition des objets, on pense tout de suite à la disposition en 2 ou 3 colonnes, lorsqu'il s'agit d'un texte. Mais il faut penser aussi au cas des diapositives.
On trouve des mises en page prédéfinies qui sont variées au sein d'une diapositive pour répondre à la plupart des besoins de l'auteur. Par exemple 2 colonnes ou bien 2 zones superposées. Intéressons-nous maintenant au texte plus spécifiquement et entrons dans les détails concrets. Si on souhaite simplement changer l'entête en fonction des pages, on dispose de fonctionnalités simples à mettre en œuvre à travers des options prêtes à l'emploi. Voyez ici, ce volet des styles nous permet d'accéder au style de page. Et on voit qu'il est prévu un style qui s'appelle première page et qui nous permet d'appliquer une première page sur laquelle on n'aura pas de numéro de page, ni même d'entête. Alors que sur les pages suivantes, on trouvera un en-tête et un pied de page. Cette fois, c'est le style standard. Si j'affiche tous les styles et pas seulement ceux qui sont utilisés dans ce document, je vais voir apparaître encore d'autres styles de pages, page de droite ou page de gauche. Cela va permettre très simplement d'alterner, selon qu'on est sur une page paire ou sur une page impaire, des en-têtes et des pieds de page spécifiques. Prenons maintenant un besoin un peu plus pointu. Si au beau milieu d'un texte, on voit apparaître un tableau très large, qui ne sera vraiment lisible qu'en orientation paysage, on va devoir passer uniquement cette page dans cette orientation. Là, on trouve deux approches selon les traitements de texte. Côté Microsoft Office, c'est le principe des sections qui s'applique. Comme les propriétés de mise en page s'appliquent par défaut à l'ensemble du document, il va falloir subdiviser le document en sections, et là, on pourra appliquer des propriétés de mise en page spécifiques à chaque section. Côté LibreOffice ou OpenOffice, l'approche s'appuie sur la généralisation des styles au style de page, comme vous l'avez déjà vu dans l'exemple que je viens de présenter. On aura un style de page paysage, et lorsqu'on insère un saut de page, on peut lui associer ce style de page. Je vais vous montrer. Voilà, nous sommes au niveau des annexes, et nous voyons ici les styles de page. On est dans le style standard, mais on voit qu'un style est tout près, qui s'appelle paysage. Alors, nous allons ici insérer un saut manuel, qui sera un saut de page auquel nous allons associer le style paysage. OK. Et voilà, le tour est joué. Vous voyez que la page précédente reste en portrait et celle-ci passe en paysage. Alors nous allons pouvoir prendre beaucoup plus de place pour ce tableau et ce sera bien plus facile à présenter ainsi. Voilà le résultat. Vous voyez que c'est bien plus lisible et ce tableau tient finalement sur une page. Prenons maintenant le cas du diaporama. La mise en page des diapositives détermine ce qui s'affiche au moment de la projection. Et c'est bien sûr essentiel. Vous voyez ici que cette diapositive est une diapositive de titre, comme le volet des mises en page nous permet de le voir. Et puis ici, il s'agit d'un titre et de contenu. On pourrait la voir en 2 colonnes, mais ici il y a trop de choses. On va rester sur cette mise en page-là. Donc ces mises en page prédéfinies sont bien entendu très utiles. Mais comme nous l'avons évoqué, nous avons aussi des besoins d'impression spécifiques, pas seulement des besoins de projection. Le premier besoin est d'imprimer les diapositives pour les distribuer à l'auditoire. C'est ce qu'on appelle souvent un prospectus. Le second besoin courant consiste à imprimer son anti-sèche en quelque sorte, c'est-à-dire les quelques commentaires qu'on a notés afin de ne pas oublier de dire telle ou telle chose sur une diapo. On peut écrire ces notes dans la zone réservée, ici. Ils ne s'afficheront pas lors de la projection, mais on peut les imprimer pour les avoir sous la main. Avec ces deux exemples, émerge le besoin d'imprimer des documents qui auront leur propre mise en page. Ce sont des documents annexes à la présentation elle-même. On peut tout à fait leur associer des en-têtes et des pieds de page spécifiques. Vous voyez ici, on va avoir les en-têtes et pieds de page des diapositives, mais aussi celles des notes et prospectus. Ici, j'ajoute un en-tête que j'applique et au moment d'imprimer, je vais apercevoir
en choisissant par exemple Prospectus, que mon en-tête apparaît bien ici. De la même façon, si je veux imprimer les notes associées à mes diapositives. Abordons maintenant les spécificités de la mise en page d'un classeur, lorsqu'il s'agit d'imprimer un grand tableau. On aura besoin de définir un zoom raisonnable, car les données doivent rester lisibles. Regardez ce tableau. Si je prends l'aperçu avant impression, je m'aperçois que pour voir tout mon tableau, il va falloir un zoom tellement faible qu'on ne lira plus rien. Alors préoccupons-nous d'abord de faire ces choix. Je vais choisir l'affichage avec aperçu des sauts de page. Si je trouve que décidément il vaudrait mieux que le saut de page se fasse après la ligne 16 dans ces données d'enquête, je vais tout simplement pouvoir déplacer le saut de page d'un endroit à l'autre et cela va affiner le zoom qui aura été choisi par défaut. Voyons maintenant ce que ça donne dans l'aperçu avant impression. C'est pas mal, simplement la première chose c'est qu'il n'y a aucune grille ici, donc il va être difficile de suivre les lignes et les colonnes. En cliquant sur formater la page, on va pouvoir demander à ce que la grille s'affiche. Voilà qui est plus clair. Mais ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'en passant sur la page 2, on a perdu les en-têtes de colonnes. Et ça va vraiment faire travailler la mémoire du lecteur que de se rappeler ce qu'on trouve effectivement dans telle ou telle colonne. Donc on a le besoin de répéter sur chaque page les titres des colonnes. Comment faire? Alors cherchons un peu, peut-être dans le menu format, très certainement. Alors format page, c'est là qu'on va pouvoir effectivement éditer le style de page. C'est important de vous le montrer puisque vous allez pouvoir repérer beaucoup de choses utiles au quotidien. Mais ici, on remarque surtout format, zone d'impression. Et on va pouvoir éditer les zones d'impression. Et en particulier découvrir qu'on peut choisir la feuille entière ou une zone qu'on sélectionnerait comme on le souhaite. Mais la feuille entière nous va très bien. Et surtout, quelle ligne on va répéter. On voudrait répéter la première ligne ici. On va la sélectionner. Voilà, $1 signifie la ligne numéro 1. Maintenant, repassons en aperçu avant impression. Sur chaque page, on voit qu'apparaît le titre de chaque colonne. Ça a bien été répété. Donc dès lors qu'on a un grand tableau dans un classeur, eh bien nous allons pouvoir régler le zoom, que les choses restent lisibles, ajuster les sauts de page, répéter les titres de colonne ou les titres de ligne selon nos besoins. Pour conclure, nous retiendrons que maîtriser les questions de mise en page permet non seulement de rendre un document conforme à une charte graphique, mais aussi de le rendre plus utilisable, y compris lorsqu'il est destiné à être imprimé.